Bon, alors je vous propose quand même qu'on débute tranquillement. D'abord, encore une fois, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, je me présente rapidement, Dalia Gesualdi-Fecteau. Je suis professeure de droit du travail à l'École de relations industrielles et directrice du CRIMT qui organise ce webinaire aujourd'hui. Je vous souligne aussi que le webinaire est vidéo capté pour diffusion sur différentes plateformes. Alors, simplement pour que vous le sachiez. Alors, peut-être une petite mise en contexte. Pourquoi ce webinaire? Ben, c'est vraiment une proposition de stimuler un échange sur le projet de loi 89 que je vais citer au long, visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lockout et qui, comme on le sait, modifie de façon importante l'encadrement du droit de grève. Peut-être un petit point sur les travaux parlementaires de ce projet de loi, parce qu'on a choisi d'organiser ce webinaire en battant le fer pendant qu'il était chaud. Le projet de loi 89, donc, a été déposé en février 2025. Les consultations particulières devant la Commission de l'économie et du travail ont eu lieu en mars et l'étude détaillée article par article est présentement en cours et va se poursuivre. Donc, nous sommes vraiment au milieu des travaux parlementaires qui mèneront vraisemblablement à l'adoption de ce projet de loi, sachant qu'il pourrait possiblement y avoir des changements qui soient introduits par le biais d'amendements. Donc, je me propose quand même de faire une présentation sommaire des changements qui sont introduits par le projet de loi 89. Après, je céderai la parole là, aux panélistes qui sont ici avec nous et il y aura une période d'échange et de questions à la toute fin. Donc, je vous invite déjà, s'il y a des questions, à les mettre dans le chat ou à la fin, vous serez invité là, à ouvrir votre micro pour la poser verbalement. Alors, le premier changement qui est introduit par le projet de loi 89, c'est l'introduction dans le Code du travail d'un nouveau chapitre intitulé Dispositions particulières relatives aux services à maintenir pour assurer le bien-être de la population qui, il faut bien l'ajouter, se superpose ou s'ajoute au régime que l'on connaît de services essentiels. Alors, essentiellement, et je vais y aller vraiment de façon générale et non dans les détails, ce nouveau chapitre du Code du travail a pour effet de conférer un pouvoir au gouvernement, et ça, c'est très important, de prendre un décret qui aurait pour effet que l'une ou l'autre des parties pourrait demander au tribunal administratif du travail si des services assurant le bien-être de la population doivent être maintenus en cas de grève ou de lockout. Alors, juste peut-être sur la question de comment on conçoit dans ce nouveau chapitre du projet, que le projet de loi introduit, les services minimalement offerts à la population sont ceux qui, selon le projet de loi, sont requis pour éviter, et là je cite, pour que ne soit disproportionnellement affectée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité. Autre élément important et qui n'est pas anodin sur le plan du processus, le décret qui peut être pris par le gouvernement peut être pris à tout moment. Donc, bien avant là, que la grève ou le lockout ou même que la négociation soit initiée, mais le TAT, donc le tribunal administratif du travail, pourra seulement intervenir qu'à partir du moment où le droit de grève ou de lockout est acquis. Donc, il y a vraiment un élément temporel à prendre en compte ici, encore une fois, une initiative qui est impulsée par un décret gouvernemental. Alors, simplement aussi pour souligner, le nouveau chapitre ne s'applique pas à la fonction publique, ce qu'on qualifie de secteur public, ni à la plupart des établissements du réseau de la santé, mais permettrait par exemple l'intervention du tribunal administratif du travail dans le secteur de l'éducation et dans le secteur privé. Le deuxième ajout que fait ce projet de loi, c'est un nouveau chapitre intitulé de façon aussi, de mon point de vue, pas anodine, Pouvoir spécial du ministre, qui confère au ministre du Travail un pouvoir qui est, de notre point de vue, en tout cas, aussi large qu'inédit, qui permet que si le ministre estime qu'une grève ou un lockout cause ou menace de causer, alors cause ou menace de causer un préjudice grave ou irréparable à la population et que l'intervention d'un conciliateur ou d'un médiateur s'est avérée infructueuse, déférer donc le différend à un arbitre afin que ce dernier détermine les conditions de travail des salariés, compris dans l'unité de négociation en grève ou en lockout. Alors, ce qui est important aussi de souligner, c'est quels sont les secteurs qui pourront être visés par ce pouvoir spécial.
Alors, tous les secteurs, sauf les secteurs publics et parapublics. Donc, secteur de l'éducation, santé, services sociaux sont exclus de l'application de ce nouveau chapitre du Code du travail, mais ça permettrait au ministre d'intervenir à tout moment dans une grève, par exemple, et pour citer des exemples qui sont ressortis en commission parlementaire, dans un cimetière confessionnel, dans un CPE, dans le secteur de la transformation alimentaire ou dans l'industrie du camionnage, pour ne donner que ces exemples. Alors, l'objectif aujourd'hui, on a pensé réunir 6 panélistes pour discuter des implications de ce projet de loi s'il était adopté, évidemment, dans sa facture actuelle. Je les présente brièvement. On a la grande chance d'avoir avec nous Jean Bernier, professeur émérite associé à l'Université Laval. Julie Bourgault, qui est avocate et professeure de droit du travail au département de droit de l'UQO. Anthony Giles, qui est professeur associé à l'Université Queen's et ancien fonctionnaire au programme du travail au ministère fédéral ESDC. Patrice Jalette, professeur de relations de travail à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Mélanie Laroche, aussi professeure de relations de travail à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Et finalement, Anne-Julie Roland, avocate et professeure de droit du travail à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Alors, ce qu'on se propose comme modus operandi, c'est que je vais mettre un certain nombre de questions au jeu. C'est une approche très informelle de type table ronde. Et ensuite, encore une fois, période d'échange. Notez les questions dans le chat. Vous pourrez ouvrir votre micro à la toute fin. Alors, on se lance. Première question que je dirigerai vers Patrice ou Mélanie. Pourquoi ce projet de loi à ce moment-ci? Est-ce que l'état des relations de travail est à ce point dégradé que ça justifie une telle intervention? Et qu'est-ce que ce projet de loi nous dit sur l'état de notre dialogue social? C'est moi qui va prendre la balle au bon, Dalia, sur cette question-là. Et c'est une excellente question parce que c'est la question qu'on se pose tous à l'heure actuelle dans la communauté scientifique. En fait, quand on analyse un projet de loi, la première question qu'on se pose toujours, c'est évidemment à quel problème ça s'adresse, à quel problème on souhaite régler avec ce projet de loi et qu'est-ce qu'on veut corriger aussi dans le système de relations de travail. Et dans le cas du PL 89, ce qui semble un peu paradoxal, c'est qu'à la fois la communauté scientifique, mais aussi le ministre et le gouvernement ont reconnu, même dans le cadre de la commission parlementaire, que le système de relations de travail, il était relativement performant et qu'il fonctionnait bien et on s'en félicitait. On a aussi reconnu la qualité du dialogue social au Québec, la qualité des relations entre les partenaires qui nous facilitent ou qui facilitent la vie, en fait, aux partis pour passer à travers des crises et être plus résilients. Donc, on a voulu réunir évidemment des données pour montrer l'état du système de relations de travail. Et on reconnaît que bien que ce système-là ne soit pas parfait, il génère quand même des résultats qui sont satisfaisants à l'heure actuelle pour les parties. Donc, je vous donne rapidement 3 indicateurs que nous, on a ciblés. Premier indicateur pour soutenir cette prétention-là, ben, c'est que près de 93% des conventions collectives sont conclues à l'heure actuelle sans aucun recours au conflit de travail, et ça pour une période assez longue, là, entre 2001 et 2022. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le conflit demeure vraiment l'exception dans le système de relations de travail, et il faut aussi rappeler que le recours possible au conflit, donc le recours au droit de grève, ici au Québec est déjà plus encadré et plus limité qu'ailleurs dans le monde. Deuxième indicateur, la fréquence des conflits. Donc, la tendance qu'on a observée sur plus de 30 ans, donc presque 4 décennies en fait, montre une réduction nette de la fréquence des conflits de travail, une décroissance qui est considérable, surtout là, si on observe les données à partir des années 70 et 80. Donc, on sait, bon an, mal an, les conflits sont passés de 390 conflits dans le milieu de la décennie 70 à un plancher historique de 46 conflits en 2006. Et là, on voit que dans les périodes récentes, il y a une certaine résurgence, là, à part la période pandémique où on a eu un autre plancher historique à 34 conflits en 2020. On assiste quand même dans les dernières années, les années plus contemporaines, à une certaine augmentation des conflits de travail, mais les niveaux qu'on atteint actuellement, ça n'a jamais été de l'ordre du niveau des années 70 et 80. Et je pense qu'il faut expliquer cette baisse générale-là qui est constatée des conflits. Il faut la situer dans une tendance plus large, dans un contexte plus large où certains auteurs en négociation collective
ont observé qu'on a vécu une ère de négociation ultra concessive, là, surtout à partir des années 80. Et depuis peu, donc pour nous au Québec, là, depuis la pandémie, il y a un contexte, une tempête parfaite qui s'est installée, qui conjugue à la fois les effets de l'inflation, l'effet de la pénurie de main-d'œuvre. Et là, on est en période où il y a une certaine fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte pour les organisations syndicales. Il y a plus de gains, il y a plus de conflits, mais il faut dire, et là j'embarque déjà le troisième indicateur, que les gains qui ont été réalisés parmi les organisations syndiquées s'inscrivent dans une tendance générale qui suit l'inflation ou la courbe de l'inflation et les salaires des syndiqués ont augmenté, certes, mais les salaires des non-syndiqués ont aussi augmenté. Fait qu'on n'est pas face à un contexte où il y aurait, par exemple, un déséquilibre du rapport de force en faveur des organisations syndicales. Donc, le troisième indicateur que nous, on a étudié, c'est l'évolution des salaires qui ont été négociés. Et ce qu'on constate, c'est que le système est en mesure de générer des compromis au niveau des salaires qui s'adaptent très bien à la conjoncture économique. Donc, quand on fait cette analyse-là sur plus de 40 ans, ben, on constate quoi? On constate que les hausses salariales tendent à être en phase avec la hausse de l'inflation et avec le pouvoir d'achat. Et on constate aussi que les hausses salariales atteignent certainement des sommets qui sont historiques à l'heure actuelle, mais qui sont expliqués par une conjoncture, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fois les variations des arrêts de travail, mais aussi des augmentations salariales s'expliquent par la conjoncture. On n'est pas face à un déséquilibre, je m'excuse, ça bip, on n'est pas face à un déséquilibre ou un dysfonctionnement du système de relations de travail, bien au contraire. Et on n'est pas face à un problème qui serait généré par le système de relations de travail qui nécessiterait des changements aussi majeurs comme ceux qui sont proposés là, dans le projet de loi 89. Merci beaucoup, Mélanie. Ça met très bien la table. Peut-être si on regardait un peu dans le rétroviseur de l'histoire pour comprendre un peu comment s'inscrit les changements qu'apporterait ce projet de loi si adopté dans sa facture actuelle. Jean, j'ai envie de me tourner vers toi. Comment on est arrivé au régime des services essentiels tel que nous le connaissons aujourd'hui? Comment finalement ça participe d'un processus historique et de certains compromis? Et comment justement on peut imaginer que ce projet de loi-là change un peu ce à quoi on est arrivé et pour la suite finalement? Jean, je te céderai la parole. En fait, c'est une histoire d'essais et d'erreurs que je vais faire commencer en 1901 par l'adoption de la loi des conflits ouvriers de Québec. C'est une loi qui est inspirée de Nouvelle-Zélande et de la France. C'est une loi d'arbitrage volontaire qui n'est pas spécifique au service public et auquel les parties peuvent avoir recours. La sentence, en principe, la décision de l'arbitre est en principe obligatoire, exécutoire, mais c'est pas si clair si une des parties ne respecte pas, eh bien, on peut intenter une action en exécution de la sentence. Maintenant, le mérite, si je peux dire, de cette loi-là, en regard du système actuel, c'est qu'elle a défini les contours et les modes de fonctionnement de l'arbitrage des différends qu'on va retrouver dans les grandes lignes là, de la loi des différends des services publics et leurs salariés en 1944. Et ces grandes caractéristiques-là qui ont traversé l'ère du temps, bien évidemment, c'est l'idée d'un tribunal de 3 personnes, une désignée par la partie employeur, l'autre la partie salariée, un président qui est neutre, qui est indépendant, et puis ben, toute la procédure, c'est-à-dire une période de conciliation que fait le tribunal, et puis qui rend une sentence, etc. Et tout ça. Alors, l'intérêt de ça, pour ce qui nous intéresse, ce qui nous chauffe pour cette bonne loi, pour les services publics en particulier, c'est qu'elle va définir déjà le modèle d'arbitrage des différends que nous connaissons aujourd'hui, peu importe que ce soit volontaire ou obligatoire. Et ça nous mène à 1944.
Et c'est là que commence vraiment le projet SRA. Alors, c'est l'adoption de la loi des relations ouvrières qui encadre minimalement le droit de grève, mais qui s'accompagne en même temps, parce que ça, ça va s'appliquer dans les services publics, évidemment, de la loi des différentes les services publics et leurs salariés. Bon, il n'y a pas de définition de service public là, encore moins de définition de services essentiels, mais une longue liste de services publics. Et alors on va à l'arbitrage, et puis c'est l'arbitre qui détermine les conditions de travail pour l'ensemble des salariés. Et puis, ben, c'est mal reçu. Ça crée beaucoup d'insatisfaction. Les syndicats conservent l'impression, ils l'expriment, que les arbitres ont toujours un penchant pro-patronal. Puis les employeurs, de leur côté, ils trouvent que ça leur coûte trop cher. De sorte que ça donne lieu finalement à pas beaucoup de respect, beaucoup de grèves illégales, alors les lois spéciales, etc. Alors ça va nous conduire au Code du travail de 1964. Alors, comme la formule du tribunal d'arbitrage des différends n'a pas fonctionné, on va se tourner vers une autre réforme. Et à ce moment-là, le Code du travail va prévoir que dans le Code des services publics et, des services, oui, des services publics en cas de grève, eh bien, le pouvoir exécutif peut demander à la Cour supérieure d'émettre une injonction à l'effet de suspendre la grève pendant 90 jours, à l'effet que ce serait une période d'accalmie pendant laquelle on pourrait continuer de négocier tranquillement sans avoir de moyens de pression et dans l'espoir qu'on arrivera à une entente avant l'expiration des 80 jours. C'est ce que les Américains appellent la cooling off period, puisque cette injonction-là a été inspirée du Taft Act aux États-Unis. Alors, on recourt aux injonctions, les tribunaux émettent des injonctions pour suspendre l'exercice du droit de grève. Ça ne fait pas beaucoup l'affaire des syndicats. Alors, les syndicats défient les injonctions, continuent la grève malgré tout. Alors, il faut régler la question par le recours à des lois spéciales. Mais chose particulière, si vous vous souvenez, c'est que les négociations de 1972 ont été particulièrement difficiles. Et on a eu recours à l'injonction. Et les syndicats n'ont pas respecté les injonctions. Et qui plus est, ça conduit à l'emprisonnement pour la durée d'une année des trois chefs des trois grandes centrales syndicales au Québec. Pourquoi? Parce que non seulement les travailleurs syndiqués ne respectaient pas l'injonction, mais parce qu'eux ont incité publiquement les travailleurs à défier les injonctions. Alors là, le tribunal a été un peu... Alors, il a condamné les employeurs à les chefs syndicaux à 1 an de prison. Comme ça n'avait pas très bien fonctionné, on arrive à 1975. Ça va être une loi qui va préfigurer, malgré son échec, parce que c'est un succès, va configurer le régime actuel de détermination des services essentiels ou la notion de service essentiel. Alors, cette loi, projet de loi 253, comme on appelle, il s'applique uniquement dans le secteur de la santé et des services sociaux. Et on mentionne cette fois les services essentiels, mais on ne les définit pas. Alors, on reconnaît pour la première fois, ça c'est innovant, la capacité des parties de déterminer elles-mêmes les services essentiels et, en cas d'échec, en vertu de la loi, est nommé un commissaire aux services essentiels qui va être finalement le juge en chef du tribunal du travail de l'époque, lequel va être aidé par ce qu'on appelle des commissaires adjoints qui vont avoir le pouvoir, en cas d'échec des négociations entre les parties, d'imposer les services essentiels à maintenir. Mais attention, il n'y a pas de définition de services essentiels. C'est eux qui doivent se tenir à ça. Alors, comment on fait pour trouver les commissaires adjoints?
Eh bien, c'est pas compliqué. Le commissaire au service essentiel a fait appel aux orbites des griefs. Et il y en a 49 qui se sont portés volontaires pour se prêter à cet exercice-là. Avec ceci, plusieurs contraintes. D'abord, les délais. Ils avaient 30 jours pour prendre la décision, mais pas 30 jours de la date des audiences, 30 jours de leur nomination. Et comme il y avait à l'époque pas de négociation centralisée, une multitude d'établissements de santé et de services sociaux à travers le Québec, chaque arbitre était chargé de plusieurs dossiers. Hein. Il courait le Québec pour rejoindre tout le monde. Et puis tout ça. Et puis, en plus, on peut peut-être se permettre de le dire, les arbitres de griefs étaient bien bons, bien intelligents, mais ils connaissaient absolument rien en matière de services essentiels. Puis, il n'y avait même pas de définition. Alors, il fallait qu'ils se définissent en fonctionnant. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il est arrivé un certain nombre de choses. D'abord, les syndicats n'étaient pas très contents. Alors, il y a un très grand nombre de syndicats qui ont boycotté tout simplement les, euh, les, 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 les commissaires adjoints, hein, les audiences. Et il y en a quand même qui se sont présentés aux audiences pour dire, écoutez, définissez les services essentiels que vous voulez, là, puis nous, on va regarder ça après, voir si ça fait notre affaire ou pas. Puis en tout état de cause, là, on va assurer les services que nous, on considère comme essentiels. Donc, ça a été finalement un échec absolument magistral. Mais ça préfigure notre régime actuel. Hein? On voit un décideur neutre, détermination d'abord par les partis, ensuite par un intervenant, sentence obligatoire, etc., etc. Alors ça va nous amener, comme ça n'avait vraiment pas fonctionné, il y a eu des négociations en 1979 qui ont été extrêmement dures, très difficiles, très prolongées, hein, un peu comme celle de 72. Et là, le premier ministre de l'époque était quand même favorable aux syndicats, mais il trouvait que ça avait vraiment pas d'allure, que un système de relations de travail, secteur public fonctionne comme ça n'a pas de sens. C'est à ce moment-là qu'il a créé le Conseil des services essentiels, tel que nous le connaissons, mais dont la compétence a été transférée plus tard au tribunal administratif du travail. Alors, ce Conseil des services essentiels, tel qu'on le connaît, eh bien, évidemment, c'est un organisme indépendant et retient l'idée de la désignation par les partis, possède un service de médiation sur les services essentiels par des médiateurs qui sont spécialisés dans le domaine. Et puis, évidemment, que ce soit une entente ou une liste syndicale, eh bien, ça doit être entériné par le Conseil des services essentiels. Et c'est généralement reconnu comme un service qui fonctionne bien. Alors, ça fait boule de neige d'une certaine façon. Ça fonctionne bien, de sorte qu'on a eu une influence dans l'évolution des services essentiels dans d'autres pays. Par exemple, un exemple très, très simple, l'Italie avait déjà un mode de détermination des services essentiels qui est toujours en vigueur, mais qui est extrêmement complexe. Mais ils ont retenu l'idée ils n'ont pas la médiation sur les services essentiels, ils ont reconnu ça. Mais il y a beaucoup plus que ça. En 1992, quand Nelson Mandela est arrivé au pouvoir, il a refondu complètement les lois du travail de l'Afrique du Sud. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails, là, mais c'est quand même une grosse opération. Et il a accordé le droit de grève dans les services publics. Et il a retenu la notion qu'on peut appeler stricte de service essentiel, c'est-à-dire celle de l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire les services dont l'interruption menace la vie, la santé, la sécurité du public. Mais il ne savait pas trop comment bâtir ça. Alors, c'est là que l'organisation, le Bureau international du travail, est intervenu
et avec d'autres, notamment avec Gillian Morris, qui connaissait bien le système, qui était professeur à l'Université Brunel au Royaume-Uni, et qui ont cité, peut suggérer de s'inspirer du modèle québécois parce que c'est un modèle qui fonctionne bien. Alors, Nelson Mandela fait adopter une loi qui crée un conseil des services essentiels, Essential Services Committee, qui est basé pour l'essentiel. Enfin, toutes les fonctions sont calquées un peu sur le Québec, mais en faisant les adaptations nécessaires. Je pourrais rentrer dans les détails, là, mais les services essentiels sont beaucoup plus larges qu'ici, enfin, etc. Alors, il a adopté il a fait adopter cette loi-là et il a nommé une de ses proches comme première présidente du comité des services essentiels, qui ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Elle a dit, moi, je viens de dénommer, là, puis je ne connais rien là-dedans. Alors, elle a fait, à la suggestion du Bureau international du travail, elle a fait appel à des experts québécois qui se sont rendus sur place pour les aider à mettre en route la nouvelle loi sur les services essentiels. Alors voilà où on en est. Merci. Merci beaucoup. Alors, on voit qu'il y a un système qui a inspiré à l'international, un système éprouvé qu'on change en profondeur avec ce projet de loi. Alors, je vais me tourner vers Mélanie et Patrice une fois de plus. On a beaucoup parlé depuis la présentation de ce projet de loi d'une politisation des relations de travail créée évidemment par l'important pouvoir que va maintenant détenir l'exécutif, le gouvernement ou le ministre, selon le cas, pour intervenir dans les relations de travail. Donc, euh, comment justement, quand on parle de politisation des relations de travail, quels effets concrets, de quoi parle-t-on? Merci, Dalia. Donc, ce que je retiens beaucoup des deux premières questions, en fait, c'est que on martèle une fois de plus que le système de relations de travail et l'encadrement des services essentiels au Québec, c'est des systèmes qui fonctionnent bien. Donc, ça, je pense qu'il faut le garder en tête quand on analyse le projet de loi 89. C'est le principal danger que nous, les profs en relations de travail, on a souligné en commission parlementaire, le danger de cette politisation accrue des relations de travail, notamment dans le secteur privé. Donc, ce qui est clair pour nous, c'est que les nouveaux pouvoirs qui sont octroyés au ministre du Travail puis au gouvernement, qui sont proposés dans le projet de loi, finalement, ça vient complètement briser l'équilibre historique du système de relations de travail et ça s'inscrit totalement contre le principe de la libre négociation des parties dans notre système. C'est un des piliers de notre système de relations de travail, d'ailleurs. Et il faut le rappeler, la règle générale, l'État doit s'immiscer très peu dans la négociation collective, demeurer à l'extérieur des conflits de travail. Il doit agir comme arbitre impartial, être au-dessus de la mêlée et être un facilitateur, mais certainement pas un acteur direct dans les conflits de travail. Donc, ce projet de loi-là, par les mesures qu'il souhaite introduire, constitue à notre esprit un accroc majeur au principe de l'intervention minimaliste dans les conflits de travail. Et ce projet de loi-là va permettre la possibilité pour leur gouvernement d'intervenir de manière ponctuelle, et j'insiste sur le mot ponctuel, et aléatoire. Et comme Dalia le soulignait, il peut intervenir à tout moment et venir changer les règles du jeu, même en cours de négociation collective. Donc, cette capacité-là du pouvoir exécutif de mettre quand bon il lui semble son chapeau de joueur de manière imprévisible, mais ce que ça va faire, c'est que ça va dépouiller les parties à la négociation collective de toute prévisibilité stratégique possible. Ça va introduire de l'incertitude dans le processus de négociation, nécessairement affecter sa dynamique, puis nécessairement venir influencer l'équilibre du rapport de force entre les parties. Et là, comme exemple, d'influence possible sur la dynamique des négociations collectives. On peut penser à une ou l'autre des parties face à un risque de la suspension du droit de grève ou de lockout ou de l'imposition d'un arbitrage obligatoire, mais l'une des parties pourrait vouloir ne pas négocier, en fait, puis attendre l'intervention du ministre pour court-circuiter finalement les effets négatifs d'un conflit de travail.
Donc, c'est l'effet de narcose sur la négociation collective. Puis ça, on pense que la politisation qui est introduite par le projet de loi va nécessairement créer cet effet-là de narcose, alors qu'on a toujours voulu, puis on a toujours eu dans notre système de relations de travail, la prémisse, on a toujours soutenu cette prémisse-là, c'était que les parties sont les mieux placées pour négocier elles-mêmes les problématiques en milieu de travail, et donc, il ne faut pas intervenir dans les conflits non plus. Donc, si le projet de loi est adopté tel quel, ce qu'on pense, c'est que les représentations politiques auprès du ministre du Travail vont nécessairement faire partie de la stratégie de négociation des partis. Et pour nous, ça, c'est problématique. Parce que si on se réfère aux études antérieures qui ont porté notamment sur la question de l'adoption des lois spéciales là, pour forcer le retour au travail, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même processus, mais ce qui est similaire, c'est l'intervention possible du ministre ou du gouvernement dans un conflit de travail. Et là, quand on se fie ou on se réfère à ces études antérieures-là, il est déjà possible d'anticiper que la politisation et l'interventionnisme accru du ministre et du gouvernement va être plus ou moins prononcé selon le caractère majoritaire ou minoritaire du gouvernement, selon l'idéologie du parti au pouvoir, selon le programme politique. Et il faut se poser la question si on veut vraiment d'un système de relations de travail qui est politisé. Historiquement, on a fait le choix que c'est pas ça qu'on souhaitait, puis qu'on voulait surtout pas que la dynamique, que les résultats que générait le système de relations de travail soient influencés par la couleur du gouvernement en place. Et ni les syndicats souhaitent ça. Et je pense que si on interrogeait aussi des employeurs, je suis pas certaine qui souhaiteraient voir certains gouvernements prendre des décisions ou intervenir dans le système de relations de travail parce que ce gouvernement serait plus probablement proche des organisations syndicales, par exemple. Donc, il faut vraiment se poser cette question-là. Puis je pense que la question de la politisation, c'est vraiment l'enjeu majeur que soulève ce projet de loi. Merci beaucoup, Mélanie. Tony, on va se tourner vers toi. Depuis le début des travaux parlementaires, on parle beaucoup de l'article 107 du Code canadien du travail. Et je veux juste rappeler la nature de l'article 107 du Code canadien du travail. C'est important, je pense, de se rappeler ce qui est écrit dans cet article-là. Cet article prévoit, et je cite, que le ministre peut prendre les mesures qu'il estime de nature à favoriser la bonne entente dans le monde du travail et à susciter des conditions favorables au règlement des désaccords ou différends qui y surgissent. On le sait, il a été utilisé de façon importante, l'article 107, en 2024, dans plusieurs conflits dans des entreprises de juridiction fédérale. Tony, peut-être revenir un peu sur la genèse de cet article, son introduction dans le Code canadien du travail et comment les modalités de son utilisation ont varié au cours des 40 dernières années. OK. Merci beaucoup, Dalia. Et je vais commencer. Tu as oublié de lire la dernière partie de l'article et c'est tellement important que je vais le faire, OK? Donc, à ces fins, le ministre peut déférer au Conseil canadien du travail, toute question ou lui ordonner de prendre les mesures qu'il juge nécessaires. Et c'est cette dernière partie qui a été ajoutée en 1984. Intéressant, lors de l'introduction, c'était dans le cadre d'une révision du Code canadien du travail plus large, le gouvernement et le ministre n'ont jamais expliqué la raison pour ajouter cette partie. Et dans les débats parlementaires à la Chambre et au Sénat, la question n'a été jamais discutée ou soulevée. Alors, on n'a pas une rationnelle pour ce pouvoir important. Ceci dit, depuis 1984, l'article a été utilisé par des ministres de temps en temps, mais les cas où un ministre a essayé d'utiliser l'article pour mettre fin à un arrêt de travail, il y avait juste 2 cas avant 2024. Le premier était en 2011. La ministre était Lisa Raitt, je pense, et il y avait un conflit entre Air Canada et ses agents de bord.
Alors, la ministre a demandé au Conseil d'intervenir, mais le Conseil n'a pas pris de décision parce que les deux parties se sont entendues sur un accord. Alors, pas de décision du Conseil. Deuxième cas, avant 2024, était en 2023. Là, dans ce cas, c'était les ports en Colombie-Britannique en question. Encore une fois, le ministre, à l'époque, a demandé au Conseil d'intervenir et, si nécessaire, d'imposer une convention collective ou imposer l'arbitrage. Mais, encore là, le Conseil n'a pas pris de décision parce que les deux parties ont trouvé une solution eux-mêmes. Dernière chose à dire avant d'aller à des développements plus récents. Moi, une de mes responsabilités quand j'étais au programme de travail était de fournir au ministre des options face à un arrêt de travail important. Je dois vous dire que pendant les 8-9 ans que j'avais cette responsabilité, on n'a jamais suggéré ou inclus dans nos listes d'options l'article 107. Parce qu'à notre avis, l'objectif, le rationnel de cet article-là était plus général et pas un article qui donnerait au ministre l'opportunité de juste mettre fin à un arrêt de travail et imposer l'arbitrage. Donc, à ma grande surprise, en 2024, le gouvernement a retrouvé cet article et l'a utilisé 4 fois. Première fois était avec WestJet et ses mécaniciens. Et le ministre à l'époque a demandé au Conseil d'intervenir, d'imposer l'arbitrage. Et le Conseil était d'accord à accepter l'instruction du ministre, mais le ministre n'a pas demandé dans le document de mettre fin à la grève. Alors, la grève a continué et encore là, les deux parties ont négocié une solution avant que le Conseil a pris une décision. Plus tard cet été, il y avait le cas des deux compagnies de chemin de fer, CP et CN. Dans ce cas, le ministre a inclus dans ses directions non seulement d'imposer l'arbitrage, mais d'ordonner la fin de l'arrêt de travail. C'est un lockout dans ce cas-là. Le Conseil a accepté ça. Les syndicats impliqués étaient furieux, mais le Conseil a dit, c'est pas à nous de juger si c'est approprié ou non, c'est à la Cour fédérale. Alors, troisième cas, un peu plus tard dans l'été ou au début de l'automne, c'était encore les ports en Colombie-Britannique, le port de Montréal et le port de Québec. Des lockouts aux trois. Le ministre a intervenu encore une fois et encore une fois, le Conseil canadien du travail, de relations de travail, a accepté. Quatrième cas, c'était Post Canada à l'automne. Après plusieurs semaines de grève, le ministre à l'époque a fait la même chose, mais avec une différence. Il n'a pas demandé la termination de l'arrêt de travail, mais plutôt de suspendre et de nommer un médiateur pour plusieurs mois. Je pense que le temps va découler au mois de mai. Alors, pas étonnant que les syndicats impliqués dans ces cas ont fait un challenge à la Cour fédérale. La Cour fédérale n'a pas encore pris une décision ou rendu une décision. Donc, on attend
de voir si le cours fédéral et probablement le cours fédéral d'appel et le cours suprême vont trouver que cette mode d'intervention est constitutionnel ou non. Voilà une histoire courte de le curieux cas de l'article 107. Merci beaucoup, Tony. Peut-être ça fait parfaitement le pont là, avec la prochaine question qui va s'adresser à notre équipe de juristes autour de la table. Alors, je pense que c'est toi, Anne-Julie, là, qui va en traiter, mais on le sait tous et toutes, le droit de grève en 2015 a été constitutionnalisé par la Cour suprême dans l'affaire Saskatchewan Federation of Labour. Alors, peut-être présenter un peu les points de tension que le projet de loi 89 présente par rapport aux chartes et à la liberté d'association. Merci, Dalia. Donc, c'est certain que le projet de loi soulève un certain nombre d'enjeux, comme tu le mentionnes, eu égard à sa conformité constitutionnelle. Je vais vous partager certains éléments de ma réflexion et de celle de plusieurs juristes, professeurs de droit qui ont co-signé le mémoire qu'on a déposé en commission parlementaire. Et la question de savoir si le projet de loi 89, dans sa mouture actuelle, contrevient à la charte, à l'alinéa 2D, est certainement une grande question que plusieurs personnes se sont posées dans les dernières semaines, se posent encore, et à laquelle je ne me risquerais pas de répondre de façon tranchée, ni par l'affirmative, ni par la négative. Mais je vais néanmoins, là, comme je le disais, vous partager certains éléments de notre réflexion commune. Donc, comme tu le disais il y a un instant, en 2015, par un jugement majoritaire, la Cour suprême du Canada a conclu que le droit de grève était protégé par la liberté d'association. Mais si on veut être plus précis, ce n'est pas le droit de faire la grève en toutes circonstances ou de toutes les manières qui a été constitutionnalisé, mais c'est plutôt le droit d'exercer la grève comme composante indispensable d'un processus véritable de négociation collective mené de bonne foi. Donc, par voie de conséquence, selon les paramètres établis par la Cour suprême, il y a contravention à la charte si l'objet ou l'effet de la mesure législative qui restreint la grève entrave de façon substantielle le processus de négociation collective et que ce n'est pas jugé comme étant justifié dans une société libre et démocratique. Pour ce qui est du projet de loi, du volet du projet de loi concernant les services de bien-être, pour rappeler que dans l'arrêt Saskatchewan, à la différence de ce que prévoit le projet de loi 89, du moins la compréhension que j'en ai, les salariés qui étaient désignés comme assurant des services essentiels se voyaient retirer le droit de grève en totalité. Ils devaient donc assumer leur prestation de travail en intégralité, tant pour la portion essentielle que pour la portion non essentielle, ce qui, selon ma compréhension du projet de loi 89, ne semble pas être le cas. On verra l'interprétation qu'en fera le TAT, mais dans l'arrêt Saskatchewan, cette spécificité-là fait en sorte que la juge Abella conclut sans embâche qu'il y a entrave. Donc, ça peut sembler un détail sibyllin, mais à mon sens, ça risque d'entraîner des répercussions sur l'analyse qui va être faite à l'égard des dispositions du projet de loi 89 et qui nous empêche certainement de transposer ou de calquer le résultat de Saskatchewan à une éventuelle contestation du projet de loi. Donc, la question qu'on doit se poser est, est-ce que l'imposition de services de bien-être dans un cas donné entrave substantiellement le droit à un processus véritable de négociation collective? Ou, autrement dit, on pourrait formuler la question de la manière suivante, est-ce que l'obligation de maintenir de tels services affecte le rapport de force au point d'entraver le processus de négociation? Et pour l'heure, comme je disais, j'ai pas de réponse franche à cette question-là, puisqu'elle est, à mon sens, éminemment factuelle. C'est le TAT qui va être amené à définir les contours de ce nouveau concept, là, et c'est à l'aune des effets qu'il va engendrer sur le rapport de force que ce sera possible d'évaluer s'il y a entrave substantielle. Il y a une entrave, certes, mais l'enjeu est de savoir si elle est substantielle. Pour ce qui est du volet relatif à l'imposition de l'arbitrage obligatoire, l'analyse est peut-être plus claire à ce stade-ci, dans la mesure où la juge Abella dans Saskatchewan conclut qu'il y a entrave substantielle dès lors qu'on retire complètement ou entièrement le droit de grève.
Et c'est une interprétation de l'arrêt Saskatchewan qui a été d'ailleurs confirmée par la Cour d'appel à plusieurs reprises depuis 2015. Donc, la suppression du droit de grève attente la liberté d'association, peu importe quand elle survient, même après un certain temps depuis le commencement de la grève, parce qu'il n'y a pas de limite temporelle à la protection de la liberté d'association. Donc, d'emblée, en soi, là, ça m'apparaît problématique de codifier une atteinte à la liberté d'association dans le Code du travail, alors que l'objet même du Code est précisément d'en aménager l'exercice. Mais au-delà de l'opportunité, certes questionnable, du projet de loi, je pense que l'enjeu, sur le plan juridique de l'imposition de l'arbitrage obligatoire, se situe surtout au niveau de la justification au sens de l'article 1er que pourra en faire l'État. Dans sa mouture actuelle, tu le mentionnais, Dalia, en introduction, le projet de loi renvoie à la notion de préjudice grave à la population pour qu'un arbitrage soit imposé. Notion qui, au sens du Code du travail, trouve peu d'écho, disons-le. Et à cet égard, il est intéressant de se tourner vers le troisième arrêt de la trilogie de 1987, l'arrêt SGBMR. J'ai des raisons de penser que le ministre en est inspiré à plus d'un égard. Donc, dans un petit rappel, là, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet arrêt-là, il était contesté était une loi qui imposait l'arbitrage obligatoire et qui mettait fin aux grèves et aux lock-outs dans les usines laitières. Dans ses motifs concourants, le juge Dixon, qui avait reconnu dans le renvoi relatif à l'Alberta que la liberté d'association protégeait le droit à la négociation collective et le droit de grève, on est arrivé à la conclusion que cette loi-là, qui imposait l'arbitrage obligatoire, était justifiée, puisqu'elle avait pour objet d'éviter que des tierces parties ne subissent un préjudice économique grave en raison d'une grève qui ne les concernait pas. Donc, déjà en partant, le juge Dixon émet le principe qu'il peut y avoir des restrictions au droit de grève et au droit de négociation collective pour éviter que des membres du public qui ne participent pas à un processus de négociation ne subissent un préjudice indu, y compris lorsque ce préjudice est de nature économique. Il faut dire par contre qu'il précise là, que ce n'est pas n'importe quel préjudice économique subi par un tiers qui suffit pour justifier la suppression du droit de grève, parce que, évidemment, toute grève est susceptible d'avoir des conséquences économiques fâcheuses au-delà des parties concernées. Mais pour le juge Dixon, la question qu'il faut se poser est la suivante. Le préjudice économique que des tiers risquent de subir pendant un arrêt de travail est-il considérable, immédiat et concentré dans ses effets au point de justifier la restriction d'une liberté garantie par la Constitution? Et dans cette affaire-là, le juge Dixon en arrive à la conclusion que c'était le cas parce que les producteurs de lait, qui étaient les tiers là, dans cette affaire-là, subissaient un tel préjudice. Et il est arrivé à cette conclusion-là en prenant en considération notamment la vulnérabilité économique. Peut-être que ça résonne chez vous. Pour ce qui est de la juge Wilson, qui était dissidente dans cette affaire-là, elle a jugé que la prévention d'un préjudice économique ne constituait pas en soi un objectif gouvernemental suffisamment important pour justifier la restriction au droit de grève, sauf si ce préjudice entraîne une menace grave au bien-être. Encore une fois, autre concept mobilisé dans le projet de loi. Ou encore si le préjudice s'avère sensiblement plus grave que celui occasionné par un arrêt de travail d'une durée raisonnable. Donc, tout ça pour dire que dans la mesure où la dissidence des juges Wilson et Dixon dans le renvoi relatif à l'Alberta a pavé la voie à la reconnaissance en 2015 de la protection constitutionnelle du droit de grève dans l'arrêt Saskatchewan, je pense que leurs motifs respectifs dans ce troisième arrêt de la trilogie de 87 nous apportent certainement des indices de ce qui pourrait être considéré comme étant une atteinte justifiée et ce qui ne le serait pas à l'aune des effets de la grève sur la population.
Merci beaucoup, Anne-Julie. Peut-être maintenant, regardez, ça a été beaucoup aussi évoqué durant les travaux devant la Commission de l'économie et du travail, la question du rôle du droit international. Donc, on l'a évoqué à quelques reprises, la notion de service minima tel qu'entendu là, par le droit international et notamment le Comité de la liberté syndicale. Julie, je te donnerais peut-être le bâton là, pour nous expliquer un peu la recevabilité du droit international en droit interne et justement comment les différentes situations, l'arbitrage obligatoire, la question des services minimums est reçue là, en droit international. En droit international du travail, c'est les normes de l'Organisation internationale du travail relatives à la liberté syndicale. Ils se dégagent de 2 conventions principalement. La Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et la Convention 98 de la loi, sur le droit d'organisation et de négociation collective. Pour déterminer le rôle que peut jouer le droit international, évidemment, il faut se pencher sur sa recevabilité en droit canadien et québécois. Donc, est-ce qu'on va être capable de l'appliquer dans notre droit interne? La Cour suprême a reconnu la pertinence, la force persuasive du droit international comme une source d'interprétation de la Charte canadienne, dont la protection de la liberté d'association. Dans un des arrêts qu'elle a rendus à ce sujet en 2020, l'affaire Québec Inc., la Cour suprême a distingué les engagements internationaux qui sont pris par le Canada, d'une part, et la référence à d'autres normes internationales qui lient pas formellement l'autorité publique, d'autre part. Dans le cas des conventions 87 et 98, elles ont été ratifiées par le Canada et le Québec s'est déclaré lié par ces conventions collectives-là. Cet arrêt Québec Inc. là a aussi énoncé que la force persuasive des conventions va être renforcée selon leur antériorité d'adoption par rapport à la Charte canadienne, ce qui est le cas des conventions 87 et 98 qui ont été adoptées avant la Charte canadienne. Le simple examen du contenu des dispositions des conventions internationales est insuffisant pour se faire une idée qui est adéquate, en fait, de la portée pratique des principes et des normes de l'Organisation internationale du travail en la matière. Il faut donc accorder une certaine importance à l'interprétation des dispositions pertinentes qui est faite par les organes de contrôle de l'OIT, comme l'a d'ailleurs fait la Cour suprême dans l'affaire Saskatchewan en 2015, en reconnaissant aux décisions du Comité de la liberté syndicale une haute valeur persuasive. À titre indicatif, les positions du Comité de la liberté syndicale ont été mentionnées dans au moins 25 jugements récents de la Cour suprême du Canada, de la Cour d'appel et de la Cour supérieure. Puisque le projet de loi 89 a l'effet de suspendre partiellement ou totalement le droit de grève, soit par l'imposition de l'arbitrage, soit par la détermination des services minimums, c'est pertinent donc de s'attarder à l'interprétation du droit de grève par le Comité de la liberté syndicale. Le Comité de la liberté syndicale, d'abord, considère que le droit de grève, c'est un droit fondamental des travailleurs et un moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux. Même s'il ne figure pas explicitement dans aucune des conventions, il a été reconnu comme un corollaire indissociable du droit protégé par la Convention 87, du droit syndical. Puisque l'arbitrage obligatoire limite l'exercice du droit de grève, le Comité de la liberté syndicale est d'avis qu'il n'est acceptable que dans 3 circonstances. S'il intervient à la demande des parties, ce qui n'est pas le cas dans le projet de loi 89. Dans les cas où une grève peut être limitée selon la jurisprudence du Comité de la liberté syndicale, c'est-à-dire quand c'est les fonctionnaires publics qui assument une position d'autorité au nom de l'État, mais les fonctionnaires sont exclus du projet de loi 89. Quant aux salariés qui exercent des fonctions jugées essentielles à la vie, à la santé, à la sécurité de la population, c'est une condition qui n'est pas nécessaire pour exercer ce pouvoir-là dans le projet de loi 89. Et la dernière situation, c'est en cas de crise nationale aiguë. C'est important de souligner ici la position qui a été développée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et des recommandations dans leur rapport de 2012 qui précise la notion de crise nationale aiguë. Ils nous disent qu'il faut entendre par là de véritables situations de crise, comme celles qui se développent notamment en cas de conflit grave, d'insurrection ou encore de catastrophes naturelles, sanitaires ou humanitaires, telles que les conditions normales de fonctionnement de la société civile ne sont plus réunies. En matière d'arbitrage obligatoire, le Comité de la liberté syndicale est aussi d'avis que lorsqu'il est imposé par l'administration du travail, comme c'est le cas dans le projet de loi 89, c'est contraire au principe de la liberté syndicale.
parce que c'est difficile de le concilier avec le principe du caractère volontaire de la négociation qui est cher à l'Organisation internationale du travail. Même en cas de crise nationale aiguë, le Comité de la liberté syndicale a estimé que la responsabilité de la suspension du droit de grève ne devrait pas incomber au gouvernement, mais à un organe indépendant qui a la confiance des partis. Le projet de loi 89 prévoit aussi l'introduction de services minimums, comme on en a déjà parlé. Le Comité de la liberté syndicale reconnaît qu'un service minimum puisse être imposé dans 3 situations. La première situation, c'est dans le cas de services essentiels au sens propre du terme, donc quand ça concerne la vie, la sécurité ou la santé des personnes. Il a été jugé par le Comité de la liberté syndicale qu'un préjudice purement économique n'est pas considéré comme essentiel. La deuxième situation, c'est lorsque les grèves d'une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë qui menace les conditions normales d'existence de la population. Ici, on peut se référer à la définition que j'ai donnée tout à l'heure de la crise nationale aiguë donnée par la commission d'experts. Et la troisième situation, c'est dans les services publics d'importance primordiale. 2 autres petits principes que le Comité de la liberté syndicale a énoncés, c'est que le service minimum devrait se limiter aux opérations qui sont strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie ou les conditions normales d'existence de tout ou partie de la population, et que le champ d'application du service minimum ne doit pas avoir pour conséquence de rendre la grève inefficace. C'est donc dans le sens de ces principes que devrait être interprété sans doute le critère de l'article 111.22.3 de l'éventuel article sur la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population. Merci beaucoup, Julie. Une synthèse, ma foi, efficace du rôle du droit international dans un délai très, très court. Jean, pour des soucis de temps, pour avoir une période d'échange, j'aimerais peut-être que tu nous parles un peu sur le volet vraiment du secteur de l'éducation dont on a énormément parlé depuis le début des travaux sur le projet de loi 89 et comment justement ce qui est proposé aujourd'hui eu égard au secteur de l'éducation, peut-être plus spécifiquement, peut s'analyser en contrepoint avec le droit international et les décisions du Comité de la liberté syndicale. Peut-être sur ce point-là pour l'instant. Oui, parce que dans le foulée de ce que Julie vient d'exposer, évidemment, ça pose la question de l'élargissement de la notion de service essentiel dans le projet de loi 89 en utilisant un vocabulaire qui est étranger au droit international, hein. C'est celui très vague du bien-être de la population. Mais qu'en est-il de l'éducation en particulier? Alors, je me suis penché là-dessus et il est très clair que dans les décisions du Comité de la liberté syndicale que les services de l'éducation ne sont pas des services essentiels. Donc, s'ils ne sont pas des services essentiels, le gouvernement n'a pas le choix d'interdire, parce que ce qui est des services essentiels au sens strict, hein, le gouvernement peut soit interdire la grève, comme il l'a fait pour les policiers et pompiers, et imposer l'arbitrage, mais si ce n'est pas des services essentiels, il ne peut pas imposer l'arbitrage. Alors l'éducation n'est pas un service essentiel au sens de la jurisprudence du comité de la liberté syndicale. Mais, excusez-moi, là j'ai un petit problème. Ah oui, c'est que oui, c'est que peu importe la durée de la grève et les effets que peuvent avoir une grève dans le secteur de l'éducation, ce n'est pas une raison pour en faire un service essentiel. Mais il reste cependant que le Comité de la liberté syndicale reconnaît l'éducation comme étant un des services autres que les services essentiels et que Julie a mentionné, hein, soit les cas de mise en cause, disons, de sécurité nationale ou
ou de grands problèmes à cet égard, ou encore de services d'une importance primordiale. Alors, à ce moment-là, il est possible d'explorer la voie du service minimum de fonctionnement. Alors, c'est-à-dire que pardon, excusez-moi là. On n'a pas retiré le droit de grève, mais on peut mettre en place un service minimum de fonctionnement qui, comme l'a rappelé Julie, doit se limiter à définir uniquement les services de base. Bon. Et cela ne peut se faire qu'avec la participation des acteurs sociaux. Le ministre, le pouvoir exécutif, ne peut pas décider directement de lui-même quels seront les services minimums à maintenir en cas de grève dans le secteur de l'éducation. Cela doit être fait en concertation avec les acteurs sociaux et le gouvernement lui-même, ce qui, évidemment, on le sait, n'a pas été fait dans ce cas-ci. Mais cette voie que j'évoque, là, de la possibilité, et à ce moment-là, le Comité de la liberté syndicale reconnaît ouvertement que le secteur de l'enseignement pourrait être un secteur qui donnerait ouverture à un service minimum de fonctionnement sans évidemment aucune interdiction du droit de grève en question. Et en le faisant en concertation avec les acteurs sociaux. Il y a une deuxième question que je me suis posée, c'est celle de l'intrusion ou l'ingérence des pouvoirs publics dans le processus de négociation. Parce qu'effectivement, on a un projet de loi ici où c'est le ministre, on l'a répété plusieurs fois depuis le début, c'est le ministre qui déclenche le processus. Et comme disait Dalia au début, ça peut être fait à n'importe quel moment des négociations ou de la grève. Donc, qu'en est-il de la jurisprudence là-dessus? Eh bien, là-dessus, je vous dirais que sur l'intrusion ou l'ingérence des pouvoirs publics dans les questions, disons, syndicales en général, parce qu'on est dans le cadre de la loi sur la liberté, les conventions sur la liberté syndicale, il y a un nombre incalculable de décisions là-dessus qui visent tous les aspects de la vie syndicale. J'en ai compté au minimum 55. Et ça touche aussi bien, par exemple, l'intervention ou l'ingérence, par exemple, dans la formation d'un syndicat, dans l'élection des membres de l'exécutif, dans la gestion des finances du syndicat, et j'en passe. Qu'en est-il de l'intervention des pouvoirs publics dans le processus de négociation? C'est à ça présentement qu'on fait face. Alors, ce qui est dit, c'est quand même très clair. Les autorités publiques devraient s'abstenir de toute ingérence indue dans le processus de négociation. Autre chose, les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit de négociation et le droit de grève et en entraver l'exercice légal. Donc, on tient pour acquis que ce sont des grèves qui sont légales. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter les droits consentis par la Convention 87. Et c'est constamment répété comme ça. De sorte que sur ce plan-là, le projet de loi 89 ne répond pas du tout aux exigences et à l'interprétation que le Comité de la liberté syndicale a donnée à cela. Cependant, pour en arriver au service minimum, et ça serait possible de mettre en vigueur des services minimums de fonctionnement, hein. Alors, il peut être demandé en cas de grève dont l'étendue, la durée pourrait provoquer une situation de crise nationale aiguë. Et puis, Julie en a parlé, ou encore qu'il s'agit d'un service d'importance primordiale. Alors, le secteur de l'éducation, comme bien d'autres, pourrait
se qualifier, si on peut dire, non pas au sens des services essentiels au sens strict, mais au sens du besoin d'un service minimum. Mais ça ne peut pas être imposé d'abord au coup par coup par par la, par la décision du ministre qui interviendrait à partir du moment où il juge que ce serait nécessaire, mais ça doit être préparé et élaboré en concertation avec les partis. Donc, on peut comprendre que ça doit être encadré dans un projet de loi qui est consacré au service minimum de fonctionnement. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Alors, je vais me tourner vers Patrice pour regarder un peu prospectivement. Si le projet de loi 89 est adopté en l'État, comment on peut imaginer que va se passer la négociation collective sous l'égide de ce nouveau régime-là, autant dans le secteur public que dans le secteur privé? C'est un méchant contrat d'essayer de répondre à une telle question, surtout quand tu n'as pas de boule de cristal. Cependant, j'ai des clichés. Si vous voulez, je peux répondre à la question par un cliché. Euh, la seule certitude, ça va être l'incertitude. Le nouveau régime qui sera adopté sous l'égide du projet de loi 89, c'est certain que ça va se dérouler dans un climat d'incertitude. Et là, je vous parle pas d'incertitudes et de perturbations comme celles avec lesquelles les partis ont composé depuis quelques années, là. Pénurie de main-d'œuvre, transformation numérique, euh, tarifs américains, hein, et j'en parle, certains parlent même de polycrise. Là, je vous parle d'incertitude, on en rajoute une couche, là. Et notamment, c'est qu'on va perturber le processus de négociation collective dans le secteur privé. Ça, c'est clair en rajoutant des étapes. Hein, le processus de négociation, c'est les négociations directes, hein, 80 des négociations se règlent à ce moment-là. 10 à 15 étape de la conciliation, hein, ça règle là. Étape de l'arrêt de travail, peut-être un 5 à 10 on règle la négociation là. Et la conclusion d'une convention collective par les partis, ça, c'est 99 99 point quelques pourcents des cas. Hein, et ça, parce que c'est extrêmement rare qu'on va régler par l'arbitrage. Donc, l'étape qu'on va rajouter, là, c'est l'épée de Damoclès de l'arbitrage. Si jamais on s'en va en arrêt de travail, s'il y a un lock-out, s'il y a une grève, est-ce que le ministre va intervenir, puis mettre fin à la grève, au lock-out, puis envoyer le tout à l'arbitrage? Ça complique certainement le calcul stratégique tant du côté syndical que du côté patronal. Hein? Donc, on rajoute une étape, l'étape de l'arbitrage. On rajoute un peu, Mélanie l'a évoqué tantôt, on rajoute aussi une autre étape peut-être plus politique. Là, il va falloir essayer de parler au ministre, que ce soit de façon formelle ou de façon informelle, puis essayer de le convaincre de ne pas intervenir ou d'intervenir, hein, selon la partie qu'on représente. Donc, plus d'étapes, plus d'incertitudes. Aussi, probablement qu'on va augmenter la durée des négociations. Il va falloir attendre l'intervention du ministre. Il va falloir attendre la nomination de l'arbitre. Puis après ça, attendre la décision de l'arbitre. Je ne suis pas certain que ça va faire en sorte que les négociations soient plus efficaces. Aussi, et Mélanie parlait tantôt là, de narcose, là, certaines parties vont s'asseoir sur leurs mains puis vont entendre l'intervention du ministre. Aussi de l'incertitude au niveau de la mobilisation syndicale. Hein? Du côté syndical, on réussit à convaincre les salariés de partir en grève. On essaie de créer notre rapport de force. Puis, oups, comme ça, le gouvernement arrive, met fin à la grève, puis l'arbitre décrète une convention collective. C'est assez démotivant, pour prendre ce mot-là. Et ça peut amener, à mon sens, une perte de confiance dans les institutions du travail. Hein. Ça donne quoi d'aller en grève si le gouvernement va décider de notre sort en bout de ligne, de toute façon? Une autre source d'incertitude aussi, dans des cas d'arbitrage, c'est l'incertitude créée tout au cours de la durée de cette nouvelle convention collective-là, décrétée par l'arbitre. Hein. C'est probablement que l'incertitude, ça va être le fait que l'arbitre n'aura pas réglé les problèmes
ou au pire des cas, on va en avoir créé d'autres, là. Donc, encore de l'incertitude. Quand on regarde le projet de loi, on se pose des questions, et c'est peut-être ça l'objectif du gouvernement. On dirait que c'est de créer de l'incertitude et de faire en sorte que les partis, du côté syndical notamment, d'y repenser à 2 fois avant de partir en grève. Hein, le ministre semble prendre pour acquis que les gens vont avoir tellement peur de l'arbitrage qu'ils vont, ils vont régler euh, toute cette incertitude-là qui est amenée par le PL 89. On peut se poser la question, est-ce que c'est opportun à ce moment-ci? Hein? Est-ce que c'est opportun d'ajouter de l'incertitude surtout, entre autres dans le secteur privé, aux perturbations que vivent les entreprises, que vivent les organisations, les travailleurs, travailleuses? Voilà. Merci Patrice. Je sais que le temps file, mais je veux quand même vous entendre sur la question de l'arbitrage qui est présenté dans le projet de loi 89, un peu, je vais me permettre de le dire, comme une solution magique pour régler les conflits de travail. Comment on peut voir les écueils là, d'un recours justement à l'arbitrage? Qu'en est-il concrètement comme modalité d'intervention, là? Patrice, j'aimerais qu'on t'entende là-dessus. Euh, Sur l'arbitrage comme tel, là, je vais y aller tout de suite avec ma conclusion. En fait, l'arbitrage, c'est une solution facile, ça fait disparaître les conflits de la place publique. Point à la ligne. Et ça s'en va, les partis vont essayer de régler ça avec l'arbitre. Donc, c'est ça l'avantage de l'arbitrage. Euh, Toutes sortes d'aspects importants, l'arbitrage, le fait que ce soit volontaire ou obligatoire, les critères sur lesquels vont se baser l'arbitre, les arbitres pour décréter les conditions de travail. Il y a des indications dans le Code du travail, entre autres l'article 79. Mais de façon générale, à part l'arbitrage de première convention collective qui est imposé, en fait, à une des deux parties, il y a très peu d'arbitrage volontaire. Probablement qu'il y en a une demi-douzaine par an, puis gros maximum. Je pense que je suis très généreux. Pourquoi il n'y a pas d'arbitrage? Ben, les parties veulent être maîtres de leur destin. Hein? Elles ne veulent pas prendre de risques. Elles ne veulent pas d'incertitude. Puis aussi, ça marche un peu à la peur, ça. C'est la peur de se faire imposer des conditions de travail qui ne leur conviennent pas. Euh, et ici encore, l'objectif du projet de loi, c'est peut-être d'utiliser, à mon sens, c'est d'utiliser l'arbitrage comme un épouvantail qui va faire si peur aux partis qui vont préférer régler plutôt que d'aller en arbitrage. C'est ce qui est arrivé notamment dans le secteur municipal. Une autre crainte par rapport à l'arbitrage, puis ça aussi on l'a vu dans le secteur municipal, c'est le syndrome de la tour de Pise, là. On a peur des arbitres qui penchent tout le temps du même bord. Dans le secteur municipal, c'était beaucoup en raison des critères de décision qui sont très, très restrictifs dans l'article 17 de la loi sur le régime de négociation dans le secteur municipal. Une autre crainte aussi, c'est que, c'est que l'expérience de l'arbitrage nous dit que c'est une solution généralement temporaire. Les arbitres vont se garder une petite gêne, vont avoir une réticence à faire des grands changements dans une convention collective. Introduire un nouvel horaire de travail, introduire des changements technologiques, introduire la sous-traitance. Généralement, les arbitres vont jamais jusque-là. Mais parfois, c'est peut-être le genre de discussion qu'il faut avoir dans l'organisation. Oui, décider sur les salaires, c'est facile, mais c'est peut-être plus facile, c'est pas nécessairement de la tarte non plus, mais quand on a décidé par rapport au régime de retraite, par rapport aux heures de travail, c'est pas nécessairement évident. À certains égards, ce qui est proposé dans le projet de loi 89, je pense que c'est un peu même pire que dans le secteur municipal pour les policiers-pompiers, parce qu'au moins, les règles sont claires dès le début. Policiers-pompiers, ils n'ont pas le droit de grève, c'est l'arbitrage. Tandis que là, dans le secteur privé notamment, on ne sait pas trop si on va avoir le droit de grève, ça va être l'arbitrage, là. Donc, ça aussi, c'est un problème avec le PL 89. Bref, ce n'est pas une solution magique. Le problème que PL 89 essaie de régler, on dirait que c'est le problème des arrêts de travail, mais ce n'est pas un problème. L'arrêt de travail, c'est un symptôme d'un problème de négociation.
la question peut-être la bonne question qu'il faudrait se poser, c'est comment améliorer la négociation? Hein? Parce que l'arbitrage comme tel, ça tue la négociation. Donc, je vais arrêter ici. Merci beaucoup, Patrice. Je pense que c'est un point quand même intéressant et important pour la réflexion collective. Là, je vais avoir du temps pour les questions, puis je vous invite à lire les commentaires dans le chat parce qu'il y a des très bons commentaires qui peuvent aussi alimenter notre réflexion collective. Je vais revenir aux questions. Je vais quand même conclure avec une question qui est délicate pour plusieurs, surtout quand on est des observateurs du milieu universitaire, mais je vais la poser à Jean et Tony. Et je vais vous demander d'être excessivement bref dans votre réponse pour être capable d'avoir un peu de temps pour la période d'échange et de questions. Et je suis consciente du caractère délicat de la question que je vais poser, mais quelle voie de passage on peut imaginer, sachant que ce projet de loi avance de façon inéluctable dans les travaux parlementaires, comment on pourrait imaginer certaines voies de passage qui pourraient être réfléchies dans le contexte des travaux qui sont en cours. Peut-être que je commencerai avec toi, Jean, très, très brièvement, s'il vous plaît. Ton micro est fermé, par contre, cher collègue. Jean, ton micro est fermé, on ne t'entend pas. Mhm. Jean? Jean, on t'entend pas. Ton micro est fermé. Alors, à la lumière du droit international, je pense que la leçon qu'il faut retenir, c'est qu'il doit appartenir aux partis, incluant les pouvoirs publics, patronal et syndical, de définir ce qui n'a pas été fait, de s'entendre. Est-ce qu'on doit avoir service minimum ou quoi que ce soit? En tout cas, c'est à eux d'explorer les choses parce que du côté du droit international, là, il n'y a pas d'autre voie que celle-là qui est proposée. Donc, retrait du projet de loi et on remet les compteurs à zéro et on envoie ça au comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre pour que les parties elles-mêmes puissent résoudre le problème qui se pose parce qu'effectivement, il y a des congés, il y a des grèves qui durent longtemps. Alors, il faut trouver une solution. Merci, Jean. Tony, le mot de la fin avant de se tourner vers les questions. Et très brièvement, j'ai toujours trouvé une suggestion, une recommandation émise par le rapport Sims dans les années 90 tellement intéressant. Euh, le comité d'examen a regardé toute la question de l'intérêt public, les modes d'intervention, etc. En parenthèse, je dirais que ils n'ont jamais mentionné l'article 107. Mais leur solution était de demander ou de recommander que le ministre du Travail ait le pouvoir de nommer avant une grève un comité spécial d'intérêt public pour examiner l'impact potentiel d'une grève ou un lockout et de faire un rapport au ministre et au gouvernement, un rapport qui sera rendu public. Et le rapport dirait si oui ou non le gouvernement a la bonne raison pour introduire une loi spéciale. Ce que je trouve très intéressant, c'était une suggestion qui essaie de diminuer l'impact des politiques sur la décision. Tout au long de ma carrière au fédéral, j'ai vu que les décisions prises par les politiciens ne sont pas prises sur la base d'une analyse juridique ou une analyse économique. C'était toujours sous la pression de l'arène politique, les positions des intervenants, les médias, etc. Alors, cette recommandation dans le rapport Sims me semble une façon de réduire un peu le bruit politique dans ces décisions-là. Merci beaucoup, Tony. Alors, on va se tourner à la période d'échange et de questions. Il y en a un certain nombre déjà dans le chat. Je vous demanderai, là, si vous prenez la parole, peut-être de vous présenter brièvement.
Je commencerai avec vous, Anouk Frenette-Tremblay, pardon. Vous aviez fait un commentaire sur une disposition du projet de loi 100 qui a aussi été déposé cette semaine. Franchement, ils ne nous font pas chômer. Et ça fait écho, je pense, à certains commentaires de notre collègue Jean-Noël Grenier, là, expert du secteur public. Donc, Anouk, je vous cède la parole peut-être pour préciser votre commentaire ou votre question. Oui, Brièvement, je m'excuse, on je est contraint. Il y a pas de souci. Bien, effectivement, ça a été une grosse semaine d'analyse de projet de loi. En tout cas, bref. Euh, Ce qu'on a soulevé par rapport au projet de loi 89, puis je veux juste le porter à votre attention, c'est que, bon, je suis du syndicat des professionnels du gouvernement, on négocie des services essentiels et c'est déjà excessivement lourd et chronophage, notamment parce que l'employeur produit des listes qui finissent plus de finir. Et on court après la documentation pertinente pour être à même d'évaluer la nécessité, le caractère essentiel de ces services-là. Et chose qu'on dénonce depuis longtemps, mais juste pour vous donner une idée, là, Revenu Québec, pour la dernière ronde, on a 6 000 professionnels. Ça a pris à peu près 9 mois s'entendre sur la liste des services essentiels. C'est épouvantable. Donc, si on est pris pour vivre avec une nouvelle catégorie de services à maintenir, ce qui serait souhaitable, c'est notamment qu'on ajoute un délai à l'employeur pour produire les documents, comme c'est le cas actuellement dans le code pour dans le réseau de la santé. Mais ultimement, ce serait de renverser le fardeau de preuve. Parce qu'actuellement, on a un employeur qui nous fournit une liste et c'est à nous de faire enquête puis de la challenger à l'infini. Et ultimement, bon, on se tourne vers le TAP, mais si l'employeur était foutu de nous fournir l'information sur un formulaire qui pourrait être prescrit par le ministre, on sauverait du temps et ça devient forcément un outil pour retarder l'acquisition du droit de grève. Et on finit souvent, dans certains cas, par faire coudonc, on va vivre avec cette liste-là qui n'a pas de bon sens parce qu'il faut que ça avance, puis on en est rendu là. Donc, je pense qu'il y a de quoi, en tout cas, il y a des recommandations à faire en lien avec ce qu'on vit déjà en matière de services essentiels. Et je souhaite bonne chance au TAP parce que les critères sont déjà restrictifs, fait que je ne sais pas comment ils vont interpréter les services assurant le bien-être. Donc, voilà. Merci beaucoup. Félix, je vais juste restituer des questions dans le chat, là, puis je reviens à vous. Alors, une question de Sylvain Marois sur l'application du projet de loi 89 à des universités à charte comme l'Université Laval. Je vais prendre mon privilège d'animatrice, puis je vais répondre. Alors, je dirais qu'effectivement, selon notre analyse, autant la partie sur les services minima que le pouvoir spécial du ministre d'ordonner un arbitrage s'appliquerait à des conflits de travail dans des universités comme ceux que l'Université Laval a connus dans les dernières années. Alors, une question maintenant de Régent Leclerc sur les CPE. On a énormément parlé des CPE et je vois le député Leduc dans notre salle virtuelle qui en a parlé abondamment dans l'étude article par article. Alors, la question de Régent Leclerc, si le ministre prétend que les CPE ne seraient pas visés par le volet arbitrage obligatoire prévu au projet de loi 89, est-ce vrai? Alors, je restituerai la question à Julie ou à Anne-Julie. Qui veut la prendre? Je peux répondre à ça, Julie, si tu veux, tu compléteras. C'est un commentaire qu'effectivement a formulé le ministre Boulet et qui est énigmatique là, pour moi, en ce sens que l'éventuel article 111.32.1 du projet de loi 89 exclut de son champ d'application les secteurs publics et parapublics. Or, dans le Code du travail, ces secteurs-là ne comprennent pas celui de la petite enfance qu'on pourrait qualifier de péripublic. Et le projet de loi 100 là, qui a été déposé cette semaine, qui réforme la loi 37, bien qu'elle couvre d'une certaine façon la coordination nationale dans le secteur de la petite enfance, ne modifie pas ou n'élargit pas la notion de secteur public et parapublic, de sorte qu'il faut en conclure que les CPE sont visés par les deux volets du projet de loi, selon ma compréhension des choses. Julie, veux-tu ajouter? Non, c'est ma compréhension aussi. Parfait. Alors, je vais peut-être maintenant restituer la question d'Antoine Casgrain et qui fait, je trouve, un lien avec des commentaires que Jean-Noël a mis dans le chat, notamment deux choses.
sur l'effet interactionniste entre les différents projets de loi qui sont déposés cette semaine et le projet de loi 89. Je pense qu'on ne peut plus les regarder de façon segmentée. Il faut vraiment les regarder en les articulant ensemble pour comprendre les effets concrets sur les relations de travail, notamment dans le secteur public, mais aussi au-delà. Et un commentaire de Jean-Noël aussi, eu égard à la question de comment on pourrait définir ou saucissonner des services minima dans le secteur de l'éducation, qui fait écho à la question d'Antoine Grasgrain que je vous restitue. Est-ce que les services d'éducation visant certaines catégories d'élèves éprouvant des problèmes de santé particuliers pourraient être assimilés à un service de santé, donc soumis aux services essentiels tel qu'entendu déjà au moment où on se parle dans le Code du travail, dans le chapitre sur les services publics? Y a-t-il de la jurisprudence à cet effet? Alors, je swingerais ça à Anne-Julie ou Julie si vous avez le courage. Oui, donc ça, c'est Monsieur Antoine Casirain, c'est ça? Oui. Ben, en fait, est-ce que les élèves HDA, leurs besoins pourraient justifier d'imposer des services essentiels? Donc, ce que je comprends de la question, donc c'est dans le régime actuel des services essentiels et non pas dans le régime éventuel que va amener le projet de loi 89. Mais en fait, le secteur de l'éducation est exclu des services essentiels dans le Code du travail parce que dans la section sur les secteurs publics, parapublics, ce ne sont que les grèves dans les établissements, donc les établissements de santé qui sont visés. Donc, il faudrait une gymnastique d'interprétation pour en conclure que des services essentiels au sein du Code du travail puissent être imposés dans le secteur de l'éducation parce qu'il faudrait passer par l'article 111.0.17 qui est l'assimilation d'une entreprise à un service public qui, bon, aurait le mérite d'être original, peut-être, mais à mon sens, n'a jamais été fait, n'a jamais été tenté là, dans la jurisprudence. On demande s'il y a des cas, justement, est-ce qu'il y a de la jurisprudence à cet effet-là? Donc, non, le seul cas le plus proche qui me vient en tête, c'est celui de la grève dans, il me semble que c'est la ronde 2020. Donc, en 2021, les centres de services scolaires avaient tenté d'obtenir une injonction de la Cour supérieure pour interdire la grève que les enseignantes voulaient faire, une grève qui était qualifiée d'innovante en raison de sa durée. Et ils s'étaient présentés devant la Cour supérieure pour obtenir une injonction au motif que même si la grève elle était par ailleurs légale au sens du Code du travail, les modalités de son exercice risquait de porter atteinte à la sécurité des élèves dans un contexte de pandémie. La Cour supérieure a rejeté la demande sur la base de l'absence de compétences de la Cour supérieure au profit du TAC, mais c'est le plus loin, à ma connaissance, où on est allé. Donc, je ne pense pas que les services essentiels peuvent couvrir le secteur de l'éducation. Ce serait vraiment par le biais des services minima de fonctionnement ou services de bien-être à la population. Et à cet égard-là, je ferais peut-être aussi le pont avec un autre commentaire qui a été mentionné sur la loi sur l'instruction publique. Et c'est certain, à mon sens, que dès que ces dispositions-là entrent en vigueur et qu'un décret est adopté visant le secteur de l'éducation, les centres de services scolaires vont mobiliser la LIP à leur escient pour que des services minimums soient maintenus dans le secteur de l'éducation. Merci Anne-Julie. Je vais donner le micro à Félix Sylvestre. Vous pouvez vous présenter très brièvement au tir à notre fin, mais je vais vous donner la chance de... Oui. Allez-y. Rapidement, Félix Sylvestre, je suis travailleur du réseau de la santé, je travaille au CHUM, je suis actuellement vice-président de l'information de mon syndicat. Juste petite précision, la loi 100 dispose, il abroge la loi sur les services essentiels, article 95. La loi sur les services essentiels est abrogée par la loi 100. Donc, allez voir ça. Fait que, avec tout ce qui a été dit, justement, sur voir les lois ensemble, moi, je pense qu'il y a un tout. L'autre chose, on a aussi un tout comme quoi qu'il y aura un projet de loi omnibus qui s'en vient sur le Code du travail d'ici la fin du mois de mai. C'est assez inquiétant. Je pense que d'ailleurs, le camarade Leduc est au courant de ce dont je parle. La chose aussi, je tiens à remercier M. Jean Bernier pour ce que vous avez soulevé concernant justement les impacts
On parle de la grève, mais moi, je ne vois pas juste ça, la grève. Je suis aussi trésorier de mon syndicat et je vois tous les impacts que ça peut avoir d'ingérence parce qu'une grève, ça se prépare. Nous, on est obligé d'annoncer nos grèves très à l'avance, tout ça. Donc, ça peut donner le lousse au gouvernement de s'ingérer là-dedans. Donc, je vois une atteinte directement à la vie syndicale, même à l'organisation syndicale. C'est quoi un syndicat, puis comment qu'on peut s'organiser, puis comment qu'on se milite. Je vais faire mon dernier truc, c'est un commentaire. Là, je sais, il y a beaucoup de juristes. Je suis désolé. Vous êtes des personnes importantes et c'est très utile ce que vous faites, mais je pense que là, on a dépassé la limite de ce que peut faire juridiquement. Nous, déjà là, en milieu syndical, on a déjà commencé à faire des rencontres et nous, on est en train de discuter qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on sait que le projet de loi va être déposé, il va être passé, il va être adopté pendant ce baillon. Dans quelle mouture, on ne sait pas. Mais nous, on est déjà en train d'entamer des discussions. Il va falloir de s'organiser contre et ça ne sera probablement pas par la voie légale. La voie légale, on va l'essayer, mais je vous dirais qu'actuellement, nous, parce que ça fait très peur. Nous, tout nous en santé, on la vit, la loi des services essentiels, mais là, avec 89, qu'est-ce qui s'en vient, puis comment la présente, c'est encore pire que ce qu'on était avant. Donc, c'est ça. Mais nous, c'est clair que nous, on est en train déjà d'entamer des réflexions à ne serait-ce qu'à aller défier cette loi-là, littéralement. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Félix. Alors, un petit mot pour dire que le projet de loi Omnibus a été présenté hier. Je vous invite à aller en faire la lecture. C'est un projet de loi qui est complexe dans sa rédaction parce qu'il modifie une multitude de lois, mais il présente, on n'est pas dans l'objet du webinaire aujourd'hui, mais de notre point de vue d'analyse préliminaire, des reculs importants sur certains gains qui ont été faits dans le projet de loi 59 qui modernise le régime de santé et sécurité du travail. Alors, je vais quand même, juste peut-être pour terminer, il y a une question de Denise Gagnon dans le chat sur est-ce qu'on a consulté ou fait un renvoi ou posé la question au Comité de la liberté syndicale sur la conformité du projet de loi 89 aux instruments du droit international. Peut-être faire le pont avec ce que Félix vient de dire sur le rôle du droit et je pense que c'est un point important, puis j'ai envie de renvoyer la question, je m'excuse Mélanie, Patrice, Tony, Jean, aux deux juristes, sur la question de la contestation de ce projet de loi-là, de l'opportunité de sa contestation, du moment de sa contestation. La stratégie juridique ici, je pense qu'il faut être très prudent, je vais le dire comme ça. Mais au-delà de ça, Anne-Julie, Julie, je ne sais pas si vous voulez peut-être ajouter sur le commentaire de Denise Gagnon sur l'intervention possible du Comité de la liberté syndicale. Je ne sais pas qui veut commencer. Ben, je pourrais peut-être, je laisserai Julie répondre sur le volet Comité de la liberté syndicale, puisque ça a été le propos de son intervention, puis elle est très spécialisée à ce sujet-là. Pour ce qui est de la contestation du projet de loi 89, je pense qu'il vaut mieux être stratégique que pressé. Je l'ai dit tantôt, là, mais une contestation fondée sur une atteinte à la liberté d'association, que ce soit pour prouver l'entrave substantielle ou la justification sous l'article 1er, est éminemment tributaire des faits. Donc, l'un des risques à contester le projet de loi 89 trop rapidement, là, ou en tout cas sur la base du principe, là, et certainement la difficulté qu'aurait la Cour à se prononcer sur une atteinte théorique ou anticipée, en tout cas non matérialisée. Et c'est un risque qui serait comparable à celui qui s'est avéré dans l'arrêt Fraser rendu par la Cour suprême en 2011. Dans cet arrêt-là, là, pour faire court, là, on avait contesté une loi qui institue un régime de négociation collective pour les travailleurs agricoles d'Ontario à la suite de l'arrêt Donmore, régime qui était au mieux minimaliste, mais au pire tout à fait factice. Et la Cour suprême a rejeté la demande au motif que le syndicat n'avait pas réussi à prouver l'inconstitutionnalité, en partie parce que c'était prématuré. La Cour suprême, la majorité, a estimé qu'il fallait présumer que la loi serait interprétée de façon compatible avec les obligations constitutionnelles eu égard à la liberté d'association et que le syndicat n'avait pas fait d'efforts significatifs pour faire fonctionner le régime. Donc, le syndicat n'avait pas eu gain de cause. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'il faut garder ça en tête et vaut mieux être stratégique que pressé et avoir des faits sur lesquels s'appuyer pour bien sûr démontrer l'entrave substantielle. Je sais que Mélanie veut intervenir brièvement, on tire à notre fin, mais Julie, est-ce que tu veux ajouter un mot?
Ben, non, je vais laisser passer pour Mélanie. Je ne l'ai pas vu passer non plus la question. Je la cherche depuis tantôt, là, la question sur le comité de la Ben, liberté. Denise, elle vient de le remettre. Là, je voulais surtout parler de la fonction d'accompagnement au conseil des experts là, plutôt qu'une contestation hâtive. OK. Mais je n'ai rien ajouté par rapport à ce qu'Angélique a dit. Parfait. Mélanie, veux-tu intervenir? Ben, brièvement, pour un peu mettre en évidence ce que M. Bernier a mentionné, il va y avoir des contestations juridiques. Ce projet-là, vous l'avez montré, les juristes vont amener plus de judiciarisation des relations de travail, mais c'est un peu la défense de notre système de relations de travail dont il est question à l'heure actuelle, là. Donc, tu sais, on l'a vu, là, ce projet de loi-là ne respecte pas les normes internationales. Ce projet-là va amener une politisation. Ce projet-là va amener une déstabilisation du système de relations de travail. Et on nous dit, pour justifier l'introduction d'un projet de loi comme celui-là, que c'est pour intervenir sur des questions qui sont extraordinaires, qui sont exceptionnelles, des mesures qui vont être exceptionnelles. Et pourtant, on dépose un projet de loi qui vise l'ensemble des dossiers de négociation au Québec. Donc, on ratisse très large pour finalement s'attaquer uniquement à des situations qui seraient exceptionnelles. Donc, ce projet de loi-là va introduire un précédent qui est dangereux, une intervention politique qui est dangereuse dans le système de relations de travail. Donc, ça va prendre, et le principal danger que moi j'y vois puis qui m'inquiète, c'est que ça va venir aussi déstabiliser le dialogue social au Québec parce que les partenaires sociaux ont historiquement toujours travaillé ensemble pour trouver des solutions à ce genre de problématiques-là. Au CCTM, c'est ce qu'on fait. Puis là, je pense que la recommandation de M. Bernier, il faut qu'il y ait une oreille pour l'entendre. Je pense que le CCTM doit se pencher sur cette question-là. L'état du dialogue social au Québec, ben, il va bien. Donc, il n'y a pas de raison que les partenaires sociaux ne soient pas saisis là, pour régler cette problématique-là dans laquelle on est en train de s'enliser. Merci beaucoup, Mélanie. Merci tout le monde de votre participation. Je pense que cette question-là de la judiciarisation des relations de travail, qui n'est pas nouvelle avec le projet de loi 89, disons que ce projet de loi-là l'exacerbe, une complexification aussi à venir, une politisation. Donc, à suivre, les travaux parlementaires, là, comme le souligne Alexandre Leduc dans le chat, vont se poursuivre et vont reprendre vraisemblablement en mai. Donc, ça laisse quand même une certaine période pour peut-être envisager des changements. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Encore une fois, le webinaire va être vidéo capté s'il y a des collègues à vous qui n'ont pas pu être présents pour une écoute en différé. Merci de votre présence et merci de vos commentaires et questions et à la prochaine.